Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme porté par les parachutistes allemands durant la bataille de Jytomyr. Avant toute chose, je me dois, comme d'habitude, de vous préciser certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une excuse qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire des recherches sur internet. Je n'ai volontairement pas caché les insignes que vous pourrez retrouver sur cet uniforme, ceci par fidélité historique. Ce n'est pas pour autant que je ne condamne pas les actes du Troisième Reich. Je ne mets pas en avant l'idéologie de l'époque, je mets en avant le côté historique. Malgré tout, si cela peut vous choquer, je vous invite à découvrir mes autres vidéos qui n'ont pas cette croix gammée. Si vous avez des remarques ou compléments à ajouter, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, cela pourra permettre à tout le monde d'en apprendre plus. Et vous retrouverez l'intégralité des éléments que je présenterai dans la description avec le timing correspondant. A noter que cette tenue pourra être utilisée de fin 1942 jusqu'à la fin de la guerre sans aucune modification majeure. Et enfin, je vais vous présenter un uniforme en version hiver, donc camouflage neige. Je suis désolé, le décor ne convient pas pour aller avec, je suis en Bretagne, je ne peux donc pas en fabriquer. Ce sera donc à vous d'imaginer les plaines enneigées de Russie. C'est en juin 1939 que fut créé le 2e régiment de Fallschirmjäger à Gardelegen dans le cadre de l'expansion des troupes aéroportées, ceci au sein de la 7e division de parachutistes. Il prit part au combat en Pologne dès septembre 1939, transporté par avion mais sans avoir une grande importance stratégique, restant relativement au calme. En mai 1940, il fut engagé dans des combats en Hollande dans le cadre du Blitzkrieg à l'ouest et connut quelques difficultés, les parachutages étant plus ou moins bien réalisés, et les forces hollandaises réussissant même à leur tenir tête sur les différents aérodromes ciblés. En avril 1941, le régiment se rendit en Grèce pour parer une contre-attaque des Grecs qui se solda par un succès, 2000 adversaires ayant été capturés, mais au prix de nombreuses victimes, 63 morts, 16 portés disparus et 158 blessés. Le 2e régiment de Fallschirmjäger participa naturellement à l'invasion de la Crète du 20 au 31 mai 1941. L'opération Mercourt est la plus grande opération aéroportée menée par l'Allemagne, aboutissant sur la capture complète de l'île, mais au prix de nombreuses victimes. Près de 4000 paras ont trouvé la mort et 500 furent capturés. Ce fut également la dernière opération aéroportée majeure, les Fallschirmjäger étant ensuite utilisés comme troupes au sol. L'opération Barbarossa fut déclenchée, mais le régiment resta en réserve en Allemagne. C'est donc en novembre 1941 que le régiment est engagé en Ukraine, participant à de violents affrontements dans des conditions climatiques extrêmes jusqu'en mars 1942. Le 2e régiment est ensuite transféré près de Leningrad avant d'être retiré, ayant beaucoup souffert pour éviter la rupture de l'encerclement de la ville. Les survivants du 2e régiment sont rapatriés à l'ouest à partir de fin juin 1942 jusqu'à fin juillet de la même année pour se reposer. Mais avant que les effectifs soient de nouveau au complet, des éléments du régiment sont envoyés en Afrique pour épauler Rommel et l'Afrika Korps dès août 1942 dans le cadre de la brigade Ramke. Ils combattront jusqu'en mai 1943, mais seuls quelques paras purent être évacués en Italie. Ce qu'il restait du 2e régiment est alors transféré au sein de la nouvelle 2e division de parachutistes, créée en Bretagne en mars 1943. Le 2e régiment participe à de nombreuses escarmouches en Italie, subissant les incessants assauts britanniques, mais ils brillent par leur courage, réussissant à gagner des batailles contre les Anglais et les Italiens, ceux-ci ayant changé de camp quelque temps auparavant. Suite à ces succès, 5 membres du 2e régiment obtiennent la croix allemande or. La division est ensuite envoyée à Jytomyr en Ukraine entre le 17 et le 27 novembre 1943, et celle-ci rencontre des succès contre les soviétiques jusqu'au 23 décembre 1943, date à laquelle elle doit passer sur la défensive. Épaulée par la 11e division de Panzer et soutenant la 2e division de Panzer SS Das Reich, les paras doivent se retirer sous peine de se faire encercler. La division sera retirée en janvier 1944 pour lui permettre de se reformer dans le secteur de Vannes, près de Cologne. Elle est transférée en Bretagne en mai 1944. Malgré l'invasion en Normandie, un bataillon de chaque régiment fut mobilisé à Brest pour tenir la zone. La bataille de Brest fut un échec et le 7e régiment fut intégralement capturé. Les restes du 2e régiment furent renforcés et en octobre 1944, il est déployé dans la région d'Oldenbourg. Puis il est envoyé en Hollande pour entraînement et à Amsterdam en décembre 1944. De janvier à mi-février 1945, le régiment défendra les positions du Reichswald contre les troupes britanniques, avant d'entamer une retraite progressive au fil des batailles et finir par capituler le 10 avril 1945 après un nouvel encerclement.
En novembre 1843 se tient la bataille de Jytomyr, opposant le 2e régiment de Fallschirmjäger à l'armée rouge. L'été se termine et les conditions climatiques sont de nouveau très difficiles. Les hivers précédents ont pu montrer aux Allemands qu'il fallait adapter leurs uniformes aux températures extrêmes et ainsi prendre des équipements chauds autant sur le front qu'à l'arrière. Mais malgré tout, les équipements transportés n'étaient pas suffisants face aux moins 30 du climat de l'Est. Très vite, lorsque les parachutistes sont apparus, il a fallu développer un pantalon spécifique, permettant notamment d'intégrer des genouillères premier modèle. Ainsi fut développé le pantalon M38, qui fut utilisé tout au long de la guerre par les troupes aéroportées. Il dispose de 2 poches sur les côtés, 2 poches sur les fesses, fermant avec des boutons pression. Une poche à l'avant permettait de mettre la montre à gousset, pas forcément utile, mais tradition conservée. Il sera conseillé de porter une paire de bretelles pour un meilleur confort. 2 passants sur les côtés permettent un premier réglage à la taille. Apparu en 1940 pour remplacer les bottes à lassage latéral, jugées peu pratiques, les bottes de saut 2e type ont reçu un lassage frontal, rendant plus facile leur manipulation. Elles sont réalisées en cuir avec 2 séries de 12 œillets, disposent d'un lacet en coton et leurs semelles devraient également être en cuir, contrairement à cette reproduction bon marché présentée ici qui a une semelle en caoutchouc. Mais cette reproduction cheap aura pour avantage de ne pas avoir le problème des bottes originales. Les semelles lisses des bottes originales sont une horreur lorsqu'il faut marcher dans de l'herbe mouillée. A noter que mes bottes sont mortes juste après le tournage de cette vidéo. Je ne peux que vous conseiller de prendre des bonnes bottes dès le début. Des bottes de saut hollandaises pourront également faire l'affaire, du moment qu'elles sont noires et sans bourre à porter. Chemise réglementaire de l'armée allemande à partir de 1943, venant remplacer le pull sans col, la chemise M43 est un dérivé de la chemise bleue Luftwaffe ou ocre Afrika Korps. Elle permettait d'éviter l'utilisation d'un faux col sur la Feldbluse du fait de son col montant. Ces 2 poches de poitrine permettront de transporter un portefeuille et le solde-bourre. Des pattes d'épaule pourront être placées, des passants et des boutons étant présents. Mais je vous conseille de les enlever, les bretelles appuyant précisément à cet endroit, et cela peut faire mal aux épaules, surtout avec un brelage lourd qui pourrait venir en complément. Mis en place en décembre 1940, le 2e modèle de la Fliegerbluse venait corriger les problèmes de la première version, qui ne disposait pas de poche extérieure, rendant peu pratique la vareuse. Elle se ferme par 5 boutons, mais le dernier bouton n'était que rarement boutonné, permettant, le cas échéant, de découvrir la cravate. Des crochets sont disposés aux hanches, permettant d'aider à placer et supporter le brelage, lorsque celui-ci est porté. Les hommes du rang utilisaient leur Fliegerbluse autant au combat que pour les sorties, celle-ci étant suffisamment travaillée pour répondre aux 2 demandes. Elle est réalisée en laine gris-bleu, couleur spécifique de la Luftwaffe, et est doublée d'une satinette à l'intérieur. 2 poches intérieures ont été installées et une petite poche, sur le revers du rabat de droite, sera destinée à accueillir un pansement. Étant parachutiste, la décoration minimum sera le brevet de parachutiste, porté sur la poitrine gauche. Notre soldat est ici un Gefreiter, premier grade après celui de Flieger. Ce grade sera représenté par un chevron cousu sur son bras gauche. Il est spécifique de la Luftwaffe, car la tresse est différente de celle de la Heer. Les pattes d'épaule à liseré jaune seront standards pour tous les hommes du rang chez les paras. Quant aux pattes de col, elles porteront la couleur de l'arme, soit chasseur, ainsi que les 2 mouettes correspondant à Gefreiter. Un aigle de poitrine spécifique pour la troupe viendra se placer sur la poitrine droite. Pour se protéger du froid, la première protection vitale sera des éléments en laine qui permettront aux soldats de se protéger au moins du vent. Les gants en laine ne seront pas très efficaces contre la neige, il faut le savoir, car celle-ci va fondre avec la chaleur corporelle et les imbiber. Le tour de cou était efficace pour se protéger les oreilles, et l'écharpe, qui se placera dans le cou, viendra compléter l'ensemble. Le tour de cou avait l'avantage de pouvoir se porter par-dessous une coiffure, contrairement à l'écharpe, trop épaisse pour remplir ce rôle. Le casque M38 est apparu en 1938, soit 2 ans après la création des Fallschirmjäger. Les paras avaient auparavant le casque M35 classique, mais il fut amélioré pour permettre un meilleur maintien lors du saut, et la fameuse protection de la nuque du casque M35 a été rabotée, donnant ainsi cette forme si particulière. Le front de l'Est et les campagnes enneigées forcèrent les paras à s'adapter, et donc une peinture lavable à l'eau fut appliquée au pinceau, ce qui était reproduit ici. Il s'agit d'une copie chinoise avec une forme réaliste, parfois plus intéressante que les reproductions vendues dans le commerce français. Pour se protéger efficacement des climats extrêmes, les Allemands ont mis au point, à partir de 1942, des ensembles destinés à être portés par-dessus l'uniforme standard, permettant ainsi de remplacer le manteau, peu pratique à porter dans la neige. Ainsi, un surpantalon gris d'un côté, blanc de l'autre fut développé. Il est doté de 2 poches, réversibles également, et d'une paire de bretelles accrochées par un bouton de chaque côté. Un lacet à l'arrière permet un serrage à la taille, et des lacets au mollet permettent de fixer les manches sur les bottes de saut ou les bottes classiques. Je ne peux que vous conseiller de bien fixer les boutons, quitte à en rajouter. Le pantalon est épais, donc lourd. Le simple fait de s'allonger avec cet exemplaire a fait sauter les boutons maintenant les bretelles. Développée en même temps que le pantalon, la parka réversible grise et blanche fut très appréciée des soldats au combat, celle-ci étant plus adaptable et pratique que le manteau.
Elle se ferme par 6 boutons en plastique, ou boutons granulés, cela pouvait varier. Et une ceinture permettra de serrer la parka à la taille, pour bien maintenir la chaleur. Une capuche permettra de couvrir le casque et ainsi accroître le camouflage. Celle-ci aura des cordons de serrage pour éviter la prise du vent pendant une tempête. 2 poches sont disposées sur les côtés. Celles-ci sont également réversibles. Attention donc à ne pas faire tomber vos affaires de l'autre côté de la veste. Il s'agit ici d'un modèle standard, utilisé par toute l'armée allemande, mais il était plus courant de voir des parachutistes équipés d'un modèle matelassé, spécifique pour la Luftwaffe. Mais ce modèle n'existe pas ou peu en reproduction à l'heure actuelle. Je ne peux donc pas vous le présenter pour l'instant. N'hésitez pas à vous rouler dans la boue pour patiner votre tenue, cela vous évitera des remarques inutiles. Adoptée après l'hiver désastreux de 1941-1942, la casquette fourrée améliorée nommée Pelzmütze fut proposée au personnel de la Luftwaffe. Il s'agit d'un mélange entre la Bergmütze pour la visière, la future casquette M43 pour la forme et une chapka pour la fourrure en mouton. L'emblème national brodé mécaniquement en fil de coton sur un socle de drap gris-bleu est cousu sur la partie frontale, surmontant une cocarde. Ces 2 insignes sont cousus sur le corps de la casquette, faite d'une sorte de peau. Des rabats latéraux pourront être fixés, soit sur le sommet de la casquette, soit sous le menton, grâce à un bouton et une bride. Des petites oreillettes seront fixées sur les côtés de la casquette, permettant de cacher un trou destiné a priori à recevoir des écouteurs. Il s'agit ici d'une reproduction d'une grande qualité, vous pourrez retrouver un lien dans la description de cette vidéo. Ce type d'équipement était particulièrement utilisé par les pilotes, mais il n'est pas exclu que les parachutistes aient pu en récupérer. Cependant, une casquette de ce type se retrouvait plutôt à l'arrière, ou pendant les phases de repos, n'étant pas pratique pour le combat. Apparu avec l'ensemble hiver blanc après le premier hiver catastrophique de 1941, les bottes en feutre ont pu être utilisées par la Heer, mais aussi par la Luftwaffe, dont les Fallschirmjäger. Il s'agit d'une paire de bottes classiques, sur laquelle la tige aura été conservée, mais une bande de feutre sera ajoutée au-dessus de la cheville. L'intérieur de la chaussure sera également tapissé de feutre, de manière à tenir chaud au maximum. La semelle ne sera plus cloutée, mais en caoutchouc, pour éviter que l'acier des clous des bottes classiques ne conduise le froid vers les pieds du soldat. Il s'agit ici d'un exemplaire original à ma taille, ce qui est assez rare pour être noté. Des reproductions existent, cependant de mauvaise qualité et peu fidèles à l'original. Mais faute de mieux, je vous conseillerais d'adopter des reproductions moches en reconstitution. Il serait dommage d'abîmer une paire de bottes originales. L'épaisseur provoquée par le port de toutes ces couches successives aura un avantage. Vous n'aurez pas de brelage lourd à transporter pour maintenir votre équipement, le ceinturon étant particulièrement serré. Si vous prévoyez de reproduire cette configuration, prévoyez quelques tailles au-dessus pour avoir une marge de longueur pour le ceinturon. Le ceinturon brun est très vite délaissé au profit du ceinturon noir après 1940, ou reteinté en noir. Il se ferme par une boucle Luftwaffe spécifique pour la troupe. Notre Gefreiter étant un tireur MG, il est donc équipé d'une arme de poing, ici un Luger P08 contenu dans un holster en cuir noir. Un chargeur supplémentaire pourra être transporté dans une pochette à part. Le Luger P08 est une arme issue de la Première Guerre, qui continua d'être fabriquée jusqu'en 1942. Fabriqué par Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken, il est ici doté de plaquettes bakélite, caractéristiques des pistolets fabriqués pendant la Seconde Guerre. Une baïonnette prévue pour le Mauser 98K est portée ici, celle-ci pouvant être une bonne arme de corps à corps. Elle est glissée dans un fourreau, lui-même attaché au ceinturon par un gousset en cuir. Le sac à pain M31 sera ici repris de la Heer. Il contiendra de quoi tenir quelques jours sur le front, dont vous pourrez voir certains éléments plus tard dans cette vidéo. Sur l'anneau et le passant droit du sac à pain est disposée une gourde M31, constituée d'un bidon, d'une housse en feutre, d'un quart en alu, le tout lié par une sangle en cuir. Sur le côté droit du ceinturon sera placé l'étui d'entretien de la mitrailleuse, qui contiendra des outils de démontage, de nettoyage, une mire anti-aérienne, une amorce de bande, un percuteur de rechange, optionnel, un manuel, optionnel également, et un gant en amiante sera placé sur l'avant de l'étui. Les jumelles 6x30 Dienst Glass étaient en dotation pour tous les chefs de section, mais pouvaient tout aussi bien être utilisées par des tireurs MG, celui-ci ayant besoin d'identifier rapidement un personnel ami ou ennemi avant de faire feu. Les jumelles pouvaient être fabriquées en aluminium ou en bakélite. Certaines jumelles pouvaient avoir des gradations sur les lentilles, de manière à estimer la distance d'un objectif plus facilement. Différents accessoires seront disponibles, seul un aura été installé ici, la petite sangle en cuir. Il s'agit ici d'une paire de jumelles françaises après-guerre, très ressemblante avec le modèle allemand. Il existait plusieurs manières de transporter les munitions nécessaires à l'alimentation de la mitrailleuse. Ainsi, les centaines de cartouches de 7,92 pouvaient être stockées dans des drums de 50 cartouches, comme celui-ci accroché à l'étui d'entretien. L'avantage des drums est qu'ils sont faciles à utiliser. L'inconvénient est sa faible capacité. 50 cartouches, c'est peu pour une MG42. Il était également possible de transporter 250 cartouches dans des caisses de munitions de ce type. Les 250 cartouches étaient mises en place sur des bandes avec maillons dépendants. Chaque bande pouvait contenir 50 cartouches.
comme celle placée autour du cou de notre tireur. Mais elles pouvaient être mises bout à bout pour ne former qu'une bande de 250 cartouches. Cependant, il serait plus logique, dans notre cas ici, d'avoir deux bandes de 100 cartouches, une bande de 50 contenue dans la caisse, en plus de 50 cartouches du drum et celle mise autour du cou. La MG42 pour Maschinengewehr zur 40 est sans doute l'arme d'infanterie la plus connue et redoutée de la Seconde Guerre mondiale. Elle commença à être utilisée en 1942 pour remplacer la MG34. Ainsi, Metall und Lackierwarenfabrik Johannes Grossfuß AG met au point une mitrailleuse plus simple à fabriquer, donc moins chère, en s'inspirant du mécanisme de fabrication du MP40, estampillage et assemblage par soudure. Sa cadence allait de 1200 coups par minute en 1942 jusqu'à 1500 coups par minute après le développement d'une cartouche spéciale. En tout, près de 400 000 exemplaires ont été fabriqués jusqu'en 1945. Elle pèse 11,6 kg avec le bipied amovible et peut être portée par tous les trépieds déjà développés pour la MG34. La cadence étant élevée, le canon chauffait très vite. Ainsi, un système de changement rapide de canon fut mis en place pour que le changement ne demande que 6 à 10 secondes, à l'aide d'un gant en amiante précédemment présenté. Le bipied pouvait être placé à l'avant, comme ceci, mais aussi à la base du canon. Contrairement à la MG34, la MG42 n'avait pas de mode de tir en semi-automatique. Une grille anti-aérienne pouvait être placée sur le dessus de la mitrailleuse, ce que les MG42-53 ne peuvent pas faire. C'est ici une réplique d'Airsoft développée par le fabricant japonais Shoei. Vous pourrez retrouver les revues complètes de cette magnifique réplique dans la description de cette vidéo. Le canon de rechange et les munitions étaient bien souvent transportés par un ou deux pourvoyeurs, en plus de l'éventuel trépied Lafette. Il était dangereux pour un tireur MJ de rester seul, celui-ci étant une cible privilégiée dès qu'il aura ouvert le feu. Le boulot du pourvoyeur était d'aider à l'alimentation de la MG lors de l'utilisation des bandes, celle-ci devant être horizontale le plus possible pour éviter l'enrayage. L'enrayage pouvait facilement arriver si le canon n'était pas régulièrement changé, celui-ci pouvant alors carrément se déformer. Les parachutistes, au fur et à mesure de l'avancée de la guerre, récupéraient du matériel de la Wehrmacht, fabriqué en plus grande quantité que le matériel spécifique de la Luftwaffe. Bien que non présente sur cette configuration car peu pratique, les parachutistes gardaient malgré tout au maximum leur blouse de saut. Arrivé courant 1942, les bottes d'hiver troupes en feutre sont perçues par les soldats susceptibles de se retrouver dans des situations de froid extrême. Ainsi, les Fallschirmjäger du 2e régiment ont pu en recevoir en novembre 1943, avant de retourner sur le front de l'Est. Ces bottes sont en cuir et une patte de feutre vient remplacer les flancs de la botte, pour éviter que la neige n'atteigne les pieds. L'intérieur sera également drapé de feutre, et une semelle en caoutchouc dur permettra au maximum d'isoler les pieds du froid, bien mieux que les clous de la botte classique. Vous avez ici un exemplaire original, mais des reproductions existent, bien que pas très chères et pas très bien reproduites. Le parachutiste allemand se doit d'être mobile, rapide, et pour cela, rien ne vaut une bonne paire de bottes deuxième type. Elles permettent, contrairement aux bottes classiques, de pouvoir marcher dans la boue sans risquer de rester enlisées, et elles resteront plus étanches que les brodequins classiques, qui prendront plus rapidement l'eau malgré la présence des guêtres. Elles auront une semelle lisse, réalisée normalement en cuir. Il s'agit ici d'une copie bon marché que je ne vous conseille pas, ces bottes n'ayant pas supporté les quelques efforts que j'ai pu leur faire subir. Le pantalon M38 fut développé pour être pratique pour les parachutistes. Ainsi, 2 ouvertures pour les genouillères furent mises en place sur les flancs, fermées par des boutons pression. Des poches sont également fermées par des boutons pression, sur les flancs et sur les fesses, permettant ainsi de verrouiller les poches, mais permettre leur ouverture rapide, contrairement aux boutons classiques des pantalons de l'armée régulière. Des liens aux pieds sont apparus dès 1938 pour verrouiller le pantalon dans les bottes, fonctionnalité qui ne sera reprise qu'à partir de 1943 sur les pantalons de la Heer. Il sera conseillé de porter des bretelles pour venir en renfort des boucles présentes sur les flancs. Les personnels de la Luftwaffe avaient plusieurs options quant aux vêtements à porter sous leur Fliegerblouse. La chemise bleue fut adoptée au début de la guerre, mais elle fut remplacée par la chemise grise de la Heer dès son apparition en 1943. Ainsi, la chemise M43 était portée au combat, lorsque la chemise bleue était conservée pour le repos et les sorties. Des passants et des boutons pouvaient permettre le port des pattes d'épaule, et des poches sur les poitrines permettaient de transporter un portefeuille ou un solbourg. La Fliegerblouse est la veste de service de l'armée de l'air, permettant à la fois d'être utilisée au combat, mais aussi au repos, suivant le même principe que la Feldbluse des autres corps d'armée. Elle est réalisée en laine gris-bleu, caractéristique du matériel de la Luftwaffe. Un aigle de poitrine Luftwaffe est cousu sur le côté droit de la veste. Les pattes d'épaule comporteront un liseré jaune spécifique aux chasseurs de la Luftwaffe, couleur que nous retrouverons sur les pattes de colle. Les 2 mouettes viennent donner le grade de Gefreiter, confirmé par le chevron cousu sur le bras gauche. Le seul badge présent sur le côté gauche sera le brevet de saut, attestant de la formation du parachutiste effectuée par le soldat. Des poches à l'intérieur permettent de stocker des petits éléments, et des poches extérieures sont apparues en 1940, donnant ainsi le 2e modèle de Fliegerblouse, qui viendra remplacer le modèle M35. Le casque M38 est un dérivé du casque M35, adapté spécifiquement pour les parachutistes de manière à améliorer la tenue sur la tête, sans pour autant gêner les suspentes du parachute lors du saut.
Même si les Fallschirmjäger n'ont plus sauté après la crête, ils ont gardé malgré tout leur casque traditionnel. Cependant, certains paras pouvaient avoir des casques classiques. Celui-ci est recouvert d'une peinture blanche, appliquée au gros pinceau, permettant un camouflage neige optimal. L'intérieur est plus travaillé que l'intérieur du casque classique. Il est doté de pattes en mousse sur les bords pour un meilleur maintien. Le fond en cuir a volontairement été ouvert pour permettre de bien porter le casque enfoncé sur la tête et ainsi la protéger au maximum. La jugulaire est adaptable grâce à une patte qui se glisse sur la sangle en cuir. Un bouton pression peut s'accrocher à 2 endroits différents en fonction de la morphologie du soldat. 2 décalcomanies étaient initialement imposées, puis une seule à partir de 1940, pour ne plus en avoir après 1942. Mais les paras allemands ont pu avoir des doubles décalques jusqu'à la fin de la guerre, même si cela restait plutôt rare. Le monodécalque était quant à lui très courant. La Pelmütze était une casquette fabriquée pour les temps très froids pour les personnels de la Luftwaffe. Elle est fabriquée avec une peau de mouton pour l'extérieur, et la fourrure est réalisée dans la laine de ce même animal. Les insignes spécifiques de la Luftwaffe sont cousus sur l'avant. Les rabats de la casquette se rabattent sur le dessus lorsqu'ils sont inutiles, façon chapka, ou peuvent se nouer sous le cou grâce à un lien et un bouton. Cette casquette ne fut portée que ponctuellement, celle-ci n'étant pas distribuée à grande échelle. Cet équipement a cependant pu être utilisé par les Fallschirmjäger, surtout à l'arrière, celle-ci étant peu pratique pour le combat. Lorsque les températures deviennent difficiles, l'équipement contre le froid n'était pas optionnel, et tout était bon à prendre. Ainsi, des gants en laine, un tour de cou et une écharpe en laine grise furent distribués aux soldats en fonction des stocks et de l'intendance. Certains soldats pouvaient prendre des vêtements civils ou de la récupération au fur et à mesure des avancées sur le terrain pour remplir ce rôle indispensable lorsqu'il faisait moins 30. Cet équipement n'était pas spécifique pour la Luftwaffe, la Wehrmacht l'ayant également perçu. Après l'hiver dramatique de 1941 sur le front de l'Est, il fut décidé de développer un ensemble permettant aux soldats de se protéger du froid, du vent, de la neige et en plus d'offrir un moyen efficace de se camoufler, quel que soit l'environnement. Ainsi, l'ensemble parka plus pantalon fut développé en 1942. Le premier modèle était gris et blanc. Il s'agit ici d'un ensemble plus couramment utilisé par la Wehrmacht, les Fallschirmjäger ayant leur propre ensemble avec une finition matelassée. Mais cet ensemble n'existe pas encore en reproduction grand public. Cependant, de nombreux paras allemands avaient l'ensemble Wehrmacht par manque de stock de la Luftwaffe. Il pouvait y avoir des boutons en plastique blanc, comme ici, mais aussi des boutons grainelés classiques peints en blanc. Des liens permettent différents serrages pour garder le chaud à l'intérieur. Cet ensemble est intégralement réversible, y compris les poches et la capuche. Le brelage constituait l'équipement indispensable pour le soldat. Il est ici en configuration légère, permettant au soldat de survivre une journée, 2 tout au plus, en restant léger et mobile, plus adapté pour le combat. Notre tireur disposant d'une arme collective, il est normal qu'il soit armé d'une arme de poing. Ici le Luger P08 avec plaquette en bakélite glissée dans son holster en cuir. Il s'agit d'une réplique d'Airsoft de la marque WE. Une bennette pour Moser sera placée dans un fourreau en acier, lui-même fixé au ceinturon en cuir noir grâce à une grenouillère. Sur le flanc droit sera placé le sac à pain M31. Il contiendra divers éléments, ici reproduits par un professionnel. Vous retrouverez un lien avec toutes les reproductions disponibles dans la description de cette vidéo. En vrac, nous avons ici des bonbons, des chocolats, du sucre et des allumettes. Une gourde M31 sera accrochée sur le sac à pain, du côté droit. Et enfin, une trousse d'entretien pour la mitrailleuse sera placée sur le ceinturon, à l'avant, de manière à être accessible rapidement. Un gant en amiante est positionné par-dessus. Il s'agit d'un gant après-guerre qui ressemble beaucoup, mais certaines reproductions fidèles et sans amiante existent. L'ensemble sera porté sur un ceinturon noir, qui se fermera au moyen d'une boucle en acier, ici d'un modèle spécifique pour la Luftwaffe. Élément indispensable au combat et pour le repérage, la paire de jumelles 6x30 sera utilisable par les tireurs MG42, avec au moins une paire par groupe, un groupe pouvant être constitué de 2, 3 voire 4 personnes. Elles sont ici présentées dans leur plus simple appareil, avec une dragonne, alors que d'autres accessoires seront disponibles. Une protection pour les lentilles, une patte pour maintenir les jumelles accrochées à un bouton de la vareuse, ou encore l'étui en cuir. Ce sont ici des jumelles françaises après-guerre, très ressemblantes au modèle allemand Seconde Guerre. Les munitions de mitrailleuse pouvaient se présenter sous plusieurs formes. Les cartouches de MG, identiques aux cartouches de Moser, seront installées dans des bandes à maillons solidarisés entre eux. La bande de base pourra contenir 50 cartouches, et elles pourront être assemblées à l'infini. Les drums pourront servir de chargeur à la MG, pratique à utiliser, mais ne pouvant contenir que 50 cartouches. La caisse de munitions pourra contenir 250 cartouches, soit 5 bandes de 50. Il s'agit ici d'une caisse originale restaurée par mes soins. Le drum est un après-guerre yougoslave repeint et la bande ne contient que des cartouches neutralisées. Mitrailleuse emblématique de la Seconde Guerre mondiale et de l'armée allemande, la MG42 fut développée pour pallier aux petits défauts rencontrés sur la MG34 et proposer une cadence de tir encore inégalée pour les mitrailleuses de l'époque. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de la marque Scheu, reproduite à l'identique, sauf le poids, et avec des plaquettes et une crosse en bakélite. Des éléments en bois sont également disponibles, mais la configuration actuelle de la MG ne permet pas son installation, celle-ci étant électrique. Un bipied permettra de rendre mobile la mitrailleuse, et une sangle permettra son transport,
autant en bandoulière que pour être utilisé comme une poignée. Une sangle passant de chaque côté du corps de la mitrailleuse. Vous pourrez retrouver les différents liens de review que j'ai pu faire de cette réplique dans la description de cette vidéo, ainsi que la revue du Luger P08 de la marque WE. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation de l'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo, c'est très important. Je tiens à remercier tout particulièrement World War II Russians. Vous pourrez retrouver le lien de leur Instagram dans la description. Vous pourrez y découvrir notamment ce qu'ils font en termes de reproduction, comme son nom l'indique, des rations allemandes. En gros, tout ce que vous pouvez mettre dans le sac à pain et dans les poches du soldat allemand. Merci également à Sweet Airsoft et à Epic Militaria pour leur petit coup de main, ainsi qu'à tous mes tipeurs dont vous retrouverez la liste dans le générique de fin. Si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous retrouverez le lien de mon Tipeee. Cela vous permettra de m'aider, que ce soit ponctuellement ou régulièrement. J'accepte les deux, évidemment, je ne vais pas vous imposer quoi que ce soit. Je souhaite également remercier Scotty de la boutique The Traders of the Lord Surplus, sans qui je n'aurais pas pu acquérir cette casquette. Donc je remercie infiniment mon ami Scotty. Je vous invite à découvrir sa boutique, le lien, comme d'habitude, est dans la description. Et enfin, je tiens à remercier mon camarade Parlons Histoire. Vous pourrez retrouver le lien de sa chaîne dans la description. Je le remercie chaleureusement pour sa participation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de tentation de réplique d'Airsoft, de réplique de Nyx, d'uniforme et de VIP. Salut! C'est Radio Berlin.